Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne Une certaine idée de la France. La vidéo d'aujourd'hui portera sur le thème de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Le mot nation existe depuis bien longtemps, mais sans avoir la signification qu'on lui donne aujourd'hui. Au Moyen Âge, la nation n'avait rien à voir avec l'État. Les étudiants à l'université de Paris se réunissaient sous la bannière de la nation picarde, de la nation normande, etc. Ce qui signifie qu'il y avait à l'époque plusieurs nations dans un même royaume de France. Et puis en 1694, un peu plus tard, l'Académie française dote la nation d'une définition. C'est l'ensemble des habitants d'un même territoire, d'un même pays, soumis aux mêmes lois et utilisant le même langage. L'Académie acte donc une triple unité dans la nation. Une unité territoriale, un territoire, une unité politique, l'État, le corpus de loi, et une unité culturelle, la langue. Pour caractériser une nation, l'unité territoriale fait assez peu débat. En revanche, les penseurs des XVIIIe et XIXe siècles se diviseront sur la question de la genèse de la nation. Est-elle par essence une construction politique ou plutôt une communauté culturelle? Ajoutons également que dans cette définition classique de la nation par l'Académie, on ignore totalement la volonté populaire dans le fait national. Aussi, Joseph de Maistre, un contre-révolutionnaire, déclarera plus tard « La nation, c'est le souverain et l'aristocrate, donc pas de place pour le peuple ». À la veille de la Révolution, l'abbé Sieyès définit la nation comme un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature. Pour lui, la nation existe parce que le peuple le veut. Et la volonté populaire, pour édicter la loi, demande des institutions. De cet État institutionnalisé procède la nation. C'est la consécration de l'État-nation. L'abbé Sieyès écarte les aristocrates de la communauté nationale, car pour lui, leurs privilèges font obstacle à la loi commune. C'est donc une pensée qui est aux antipodes de celle de Joseph de Maistre. Il faut rappeler qu'à la Révolution, ceux qui criaient « Vive la nation » étaient la cible des soldats du roi, ils étaient exécutés. L'idée moderne de nation est une idée révolutionnaire, subversive, c'est une idée de gauche. Pour schématiser cette conception de l'État-nation issue des Lumières, nous partons des individus qui ont chacun leur volonté propre, ils s'associent pour former une volonté commune, ce processus aboutit à une loi commune, une institution commune, l'État, et de cet État naît la nation. En face de cette construction nationale volontaire, politique, rationnelle, plutôt française, s'organise une autre pensée de la nation autour des romantiques allemands. Ce romantisme insiste sur l'unité culturelle renforcée par la notion de pureté allemande, au sens où le peuple allemand, comme la langue allemande, sont premiers. En effet, les peuples germaniques n'ont pas connu, contrairement aux latins, de grands brassages ethniques et culturels. Donc pour eux, le peuple allemand est un peuple souche qui parle une langue souche. Cette nation génie allemande se définit plutôt par la race, par la langue, par les traditions, que par une construction politique volontaire. C'est une sorte de nation-État, au sens où c'est l'État qui dépend de la nation. Ce terme de nation-État a été judicieusement défini par l'intellectuel Alain Renaud, un grand connaisseur de la nation à l'allemande, pour s'opposer à l'idée d'État-nation plutôt française. Dans ce duel entre les romantiques et les kantiens, deux penseurs vont se distinguer par les nuances qu'ils apporteront au débat. D'abord le philosophe allemand Fichte. Il publie ses discours à la nation allemande en 1808, donc 2 ans après la chute du Saint-Empire romain germanique défait par Napoléon. C'est un moment charnière dans l'histoire de l'Allemagne. Fichte était à l'origine plutôt un penseur des Lumières, mais il va se distinguer du modèle kantien par la critique qu'il fait de l'égoïsme sur lequel repose cette conception.
En effet, pour lui, l'égoïsme est la racine de toute corruption. C'est donc une critique très franche qu'il formule. Il admet toutefois le principe d'une construction volontaire de la nation, mais à condition qu'elle soit toujours liée au passé, à la culture et à l'histoire. Et pour y parvenir, il propose une éducation nouvelle qui subordonnerait la volonté individuelle à la nécessité. La volonté des citoyens serait donc inscrite dans un cadre historique et culturel inculqué par l'éducation. Pour résumer Fichte, la nation pérenne appelle l'apprentissage d'une histoire et d'une culture nationale par l'éducation afin de garantir l'unité. Mais le penseur de la nation le plus convaincant reste sans conteste notre ami Ernest Renan. C'est un philologue français, spécialiste des langues sémitiques, qui s'est brouillé avec le Vatican pour avoir publié La vie de Jésus en 1863, jugée blasphématoire. Mais il est surtout connu pour avoir tenu en Sorbonne sa célèbre conférence de 1882, intitulée précisément « Qu'est-ce qu'une nation ?» Le contexte historique, là encore, est fondamental. Nous sommes quelques années après la chute du Second Empire de Napoléon III. La défaite de Sedan, c'était une humiliation nationale, donc un moment propice à la nation pour réfléchir sur elle-même. Comme son collègue Fichte, Renan reconnaît très vite les dangers de l'égoïsme du modèle des Lumières, fondé sur les individus. Et pour lui, la nation pérenne demande une sorte de ciment pour lier les citoyens les uns avec les autres. Il se demande alors, mais quelle est donc la nature de ce lien fondamental qui crée la nation ? La race, non, car il n'y a pas de race pure. La langue, non, car plusieurs langues peuvent coexister dans une même nation. La religion, non, car c'est devenu chose individuelle, et une nation peut admettre plusieurs religions. Les intérêts matériels des individus, non plus. La nation fait plutôt appel aux sentiments. Non, l'âme nécessaire à une nation se trouve dans l'homme. La nation est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Entre la nation rationnelle et froide des Lumières et la nation culturelle des Romantiques, Ernest Renan ose une troisième voie, celle de la nation historique et sacrificielle. Je cite à nouveau Renan. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire, voilà le capital social sur lequel on bâtit une nation. Renan se réfère au tragique de l'histoire. Il faut avoir souffert ensemble. La souffrance unit plus que la joie. Une nation est une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Pour Renan, la nation est un plébiscite de tous les jours. Elle est une volonté. Mais cette volonté reste indétachable de l'histoire, du tragique, des sacrifices passés et à venir. Il nous invite à sacrifier un peu de nos égoïsmes individuels pour le bien commun. Il va même plus loin. L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. Nous devons surmonter les divisions et les rancœurs du passé, faire taire les revendications catégorielles, religieuses, communautaires. Aujourd'hui, Renan mépriserait les discours essentialistes ou indigénistes car ils remettent en cause la sacralité de l'unité dans l'histoire. La nation exige sa part de sacrifice. Sachons y consentir pour garantir l'unité et la cohésion du peuple indispensables à la grandeur de la France. Avant de terminer, voici quelques références. Le dictionnaire de philosophie politique aux presses universitaires de France, les discours à la nation allemande de Fichte à l'imprimerie nationale. Donc le texte est un peu fastidieux à lire, mais je vous engage à jeter un œil sur la présentation de l'œuvre effectuée par Alain Renaud. C'est là un texte très pédagogique, très clair, qu'il est intéressant de lire. Et puis surtout, la lecture vraiment obligatoire de tout bon patriote,
Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Ici, édition des Mille et une nuits. C'est un texte extrêmement facile, très abordable, très court, et qui est absolument magnifique et porteur d'espoir pour tous les défenseurs de la nation. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager sur vos réseaux, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt et surtout, vive la France!